Merci de bien vouloir accueillir messieurs Juppé et Védrine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, nos excuses pour ces légers contretemps et nos excuses également pour monsieur Védrine, sans qui nous allons commencer la conférence et il nous rejoindra en cours de route. Nos excuses également pour monsieur Attali, qui devait nous faire l'honneur de sa présence et qui malheureusement est souffrant et est donc dans l'incapacité d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons donc la chance et l'honneur de recevoir deux personnalités politiques importantes du paysage français et européen. Et c'est bien sûr sur ce dernier aspect que nous allons nous pencher lors de cette table ronde exceptionnelle. A-t-on vraiment besoin de rappeler les raisons pour lesquelles nous vous avons convié ce soir, Monsieur Juppé, et donc Monsieur Védrine qui va arriver, pour parler du futur de l'Europe? Ministre des Affaires étrangères sous Mitterrand, puis quelques années plus tard, ministre des Affaires étrangères et européennes sous Sarkozy. Fervent europhile, vous tutoyez l'Europe sur votre blog. L'Europe, cet amour auquel vous avez pourtant envie de dire ces 4 vérités. Alain Juppé, merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi vous, et puis cela me permettra, de retour à Bordeaux, d'expliquer à mes concitoyens ce que c'est qu'un vrai embouteillage. Ça va ajouter à leur colère envers les Parisiens. Non, vous êtes bienvenus à Bordeaux. En tout cas, bravo d'organiser cette demi-journée sur l'Europe. On a besoin de vous pour porter cette idée. Cet idéal, je crois qu'il faut dire le mot, mais on va en parler. Bien sûr. Alors, on va commencer avec vous, donc, puisque M. Védrine a un peu de retard. Donc, nous avions convié ce soir 3 europhiles, comme la plupart, je suppose, des gens ici présents. On imagine que vous avez malgré tout chacun une vision différente de l'Europe actuelle, donc on va commencer par vous, M. Juppé. Est-ce que vous pourriez en... Vous n'avez pas vraiment le choix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette vision en 2-3 mots? Parfois, quand on me demande de parler de l'Europe, j'ai un petit peu ce sentiment d'essoufflement. J'en parle depuis si longtemps et on a parfois l'impression de se répéter, mais je crois que c'est un exercice absolument indispensable. Si vous me le permettez, je distinguerai peut-être l'ambition et la méthode. Sur l'ambition, il faut placer la barre très haut. Il faut vraiment passer tout notre temps à expliquer aux Françaises et à l'ensemble des Européens que nous n'avons pas d'avenir séparés les uns des autres. Et que pour relever tous les défis qui sont devant nous, qui sont considérables, eh bien, il faut plus que jamais se serrer les rangs et avancer dans la construction de l'Europe. Je serais même presque tenté de dire qu'il faut renouer avec une forme de lyrisme européen, d'utopie européenne. Parce que l'Europe, c'est quoi? Ce sont d'abord des valeurs. C'est peut-être une culture, je dirais même une civilisation. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer par placer le débat. Ces valeurs, on les connaît. C'est bien sûr l'humanisme des Lumières, une certaine vision qui place la personne humaine au centre de tout. Les droits de l'homme et de la femme, la lutte contre les discriminations, l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr. La démocratie représentative, enrichie par la démocratie participative, mais qui reste le fondement de toute démocratie. La confiance dans le progrès aussi. Et dans la science. Je vois qu'il est arrivé de M. Védrine. Merci d'accueillir Hubert Védrine. J'ai été bloqué dans la même rue par l'incendie de la rue du Temple. Oui, j'étais parti dans le lyrisme européen. Alors je suis sûr, comme ça, on va être amené à se contredire. Ça sera très bien. Je disais qu'en termes d'ambition, il fallait placer la barre haut et bien montrer que l'Europe, ce sont d'abord des valeurs, une civilisation, une culture. Et tout ça passe par, évidemment, l'éducation, la culture, le vrai succès de l'Europe qui est Erasmus, qu'il faut essayer de développer, et le rôle que vous avez à jouer dans tout cela. Et puis il y a la méthode. Et sur la méthode, il faut sans doute être beaucoup plus pragmatique. Je ne crois pas à un grand soir européen consistant à remettre à plat tous les dispositifs que nous avons construits depuis des années et des années. Si on s'embarque dans la négociation d'un nouveau traité, on y est pour 10 ans, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord. Donc soyons pragmatiques. Et je serais tenté de dire qu'il faut passer d'une Europe qui est devenue trop édictrice de normes à une Europe qui soit porteuse de projets concrets qui répondent aux attentes de nos concitoyens. Alors je peux développer ça, je pense qu'il faut d'abord commencer par renforcer ce qui existe et puis ensuite faire des avancées à un moment où il y a sans doute
un momentum européen. Hein, du fait du contexte international, du fait du contexte européen, français aussi. Je pense qu'il a une fenêtre qu'il ne faut pas manquer. Alors, puisque M. Védrine est arrivé en cours de route, on va quand même vous présenter, si c'est nécessaire. Ministre des Affaires étrangères sous Chirac cette fois, également secrétaire général de l'Élysée sous Mitterrand. À vous lire, une de nos missions aujourd'hui est de sauver l'Europe. C'est d'ailleurs l'un des titres de vos nombreux ouvrages. Sauver l'Europe, mais comment? Repenser le projet commun, libérer le vieux continent de l'européisme, combler le fossé entre les peuples et les élites européennes. Hubert Védrine, merci d'être ici aujourd'hui, malgré votre retard. Vous pouvez du coup, comme vient de le faire M. Juppé, donner votre avis, si vous le souhaitez, sur l'Europe en 2-3 mots. Un petit constat actuel. Moi, je pense que le problème numéro 1 aujourd'hui, c'est de réconcilier les peuples avec l'idée européenne. Il y a 1000 autres problèmes. Je ne néglige pas la question des immenses mouvements migratoires, ni la question du terrorisme, ni les provocations de Poutine, ni les absurdités de Trump, etc. Mais je pense que le problème numéro 1, c'est que la plupart des peuples ont décroché. Alors, de toute façon, ce n'est pas issu des peuples, la construction européenne. Il n'y a jamais eu de manifestation dans les rues avec des gens demandant plus d'Europe. Ça n'existe pas. Mais il y avait quand même une approbation, il y avait un consentement, il y avait un entraînement depuis longtemps. Bon, et ça s'est un peu effrité avec le temps. Et il n'y a pas tellement de pays maintenant dans lesquels les vrais pro-européens soient majoritaires. Il y a beaucoup d'endroits où ils sont minoritaires. Je ne parle même pas des vrais fédéralistes qu'on ne peut même pas compter électoralement. Je parle des pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droit. Mais il y a plein de gens qui sont devenus hostiles, pas sceptiques, hostiles. La presse a tort de mélanger les deux concepts. Ce n'est pas la même chose, on n'y répond pas de la même façon. Donc il y a les vrais hostiles, c'est les gens du Brexit, c'est les gens d'AfD, etc. Chez nous, extrême droite, extrême gauche. Il y a des gens devenus sceptiques, ils ne sont pas contre, mais bon, ils n'y croient plus beaucoup. Des gens qui sont déçus par des promesses bidons faites sans arrêt, de la relance tout le temps, et puis ça ne marche pas. Et puis les gens exaspérés parce que Alain Juppé y a fait allusion, parce que Jean-Claude Juncker lui-même appelle la réglementation à outrance. Donc ça fait beaucoup de gens qui soutiennent plus tellement. Mais les vrais anti-européens ne changeront pas d'avis. Les autres, à mon avis, si on leur parle autrement, si les projets dont vous parliez redeviennent convaincants, à mon avis, tout est possible à ce moment-là. Alors que demandent les peuples européens, me semble-t-il, depuis longtemps? Ils demandent à garder une certaine identité, un peu de souveraineté, même si l'exercer en commun, et avoir de la sécurité. Et beaucoup d'élites ont jugé ça dégoûtant, enfin, ce genre de demande. Et c'est parce qu'il n'y a pas de réponse raisonnable à ces demandes banales que, du coup, les gens vont vers un certain extrémisme. Même phénomène qu'aux États-Unis. Donc pour moi, c'est la priorité. Je pense que ça passe par un vrai changement de fonctionnement du système. Et après, il y a évidemment les projets et le projet. Pour moi, le projet, il est simple. C'est que c'est pas l'idée d'origine. Hein, c'est genre 3-4 fois de projet en cours de route. Mais le projet d'aujourd'hui, c'est que les Européens ne veulent absolument pas renoncer à ce que sont les sociétés européennes. Et dans le magma de la compétition mondiale, c'est pas évident. Il y a un mode de vie, il y a une sorte d'équilibre extraordinaire entre l'État et le citoyen, la liberté et la réglementation, etc. Et franchement, il n'y a pas eu de société meilleure dans l'histoire. C'est pas dû qu'à l'Union, ça c'est un résultat de civilisation européenne, mais enfin quand même, c'est notre patrimoine commun. Voilà, donc il y a un projet par rapport à un reste du monde qui est pas sur cette ligne. Hein. Alors justement, vous parlez de cette priorité réconcilier l'Europe et les peuples. On voit notamment dans de nombreux sondages un désamour tout de même croissant, surtout de la part de la jeunesse. Comment pouvez-vous leur redonner le goût d'une Europe qui serait populaire et non populiste? Peut-être commencer par M. Juppé. L'Europe est mal aimée, c'est clair, et je partage le constat d'Hubert Védrine, avec une petite nuance malgré tout. J'étais très frappé pendant la campagne électorale française de l'attitude de l'électorat de l'extrême droite, qu'on présente comme anti-européen de façon générale. Et quand Mme Le Pen a essayé de développer ses idées sur la sortie de l'euro, etc., au moment de sauter dans le précipice, il y a eu une espèce d'horreur du vide qui s'est marquée. Et on s'est rendu compte que l'opinion publique française, y compris dans cet extrême-là, est ambivalente.
Elle est contre l'Europe en général, mais dès qu'on la met au pied du mur et qu'on lui demande s'il faut sortir de l'euro, attention, là, on freine des cas de fer. Et ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment est peut-être assez révélateur. Donc je pense qu'il y a cette ambivalence dans les opinions publiques. Alors il y a des anti-européens forcenés, fanatiques, militants, bien entendu, mais pour le reste, la reconquête de l'opinion est possible. Et il faut faire aimer l'Europe à nouveau. Alors ça veut dire quoi? D'abord, cesser d'en dire du mal à tout propos et hors de propos. On la calomnie injustement. On la critique injustement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Les technocrates, c'est qui les technocrates? C'est Bruxelles, mais il y a un Parlement dont les pouvoirs ont été fortement accrus. Et puis il y a surtout des chefs d'État et de gouvernement. C'est ça l'Europe aussi. Donc ces critiques, nous devrions nous les adresser à nous-mêmes, peut-être, avant de les adresser à une entité un peu fou qui est l'Europe. Et puis ensuite, essayer de positiver sur l'Europe, de montrer ce qu'elle nous a apporté. Je sais bien qu'on n'ose plus dire, ou on n'osait plus dire, quand j'allais devant des auditoires lycéens, l'Europe c'est la paix, parce qu'elle avait l'air d'un vieux schnock qui rabasse toujours ce qui se passe depuis 30 ou 40 ans. Eh bien aujourd'hui, on se rend compte que c'est une question d'actualité. On entend à nouveau parler de guerre, on entend parler de guerre froide ou de guerre pas tout à fait froide. Donc positivons sur l'Europe, rappelons ce qu'elle nous a apporté, et rappelons aussi ce qu'elle est. Je voyais une étude récente qui montrait qu'à échéance de 2030, l'Europe restera la première puissance économique du monde, avec 18% du PIB mondial, à égalité avec les États-Unis, avant la Chine. La Russie étant à 4%. Donc n'ayons pas trop de complexes. En termes de pouvoir d'achat, nous sommes aussi l'un des espaces les plus riches du monde. Et puis, il y a cette grande question, pourquoi est-ce qu'on veut venir en Europe? L'Europe est attractive. Donc nous avons des problèmes de riches, d'une certaine manière. Et c'est ça qu'il faut essayer de positiver en montrant tout ce que l'Europe nous a déjà apporté, ce qu'elle peut nous apporter demain. Et demain, il faut effectivement cibler sur des projets prioritaires. Alors, on ne va peut-être pas entrer dans la technique, mais moi je vois bien un peu les sujets qui sont devant nous. Faire marcher d'abord ce qui existe. La zone euro, mieux qu'elle n'existe. Je ne suis pas sûr que le vrai problème prioritaire, ce soit un budget et un ministre. Le vrai problème prioritaire, c'est la convergence de nos normes fiscales et sociales. On ne peut pas continuer comme ça. Et le président de la République a eu raison de se battre notamment sur la directive sur les travailleurs détachés. Ensuite, il y a la zone Schengen. Si ça ne marche pas, c'est parce que nous n'avons pas donné à Schengen les moyens de fonctionner. Il faut donc renforcer les moyens juridiques, les moyens budgétaires, les moyens humains pour qu'on ait un vrai contrôle aux frontières. Et puis il y a des percées à faire dans un certain nombre de domaines. La transition énergétique, naturellement, où l'Europe peut être tout à fait en pointe et exemplaire. La révolution numérique, où nous avons encore un peu de mal. Et puis la défense. Et je crois qu'il y a aujourd'hui... J'ai vécu ça en 2011, en particulier avec mon collègue britannique William Hague, lorsqu'on essayait de créer un quartier général européen où c'était niet. Et peut-être que le Brexit nous ouvre une porte. Peut-être que Trump nous ouvre une porte aussi. J'étais très frappé d'entendre Mme Merkel tenir des propos qui consistaient à dire « Mais après tout, qui nous défendra si nous ne nous défendons pas nous-mêmes ?» On est en train de prendre conscience de cette responsabilité qui nous incombe. Voilà, donc toute une série de choses qui me font penser qu'on peut arriver à positiver la communication sur l'Europe et l'image de l'Europe, à condition de porter remède, évidemment, à tout ce qu'a dénoncé Hubert Védrine et que je partage, c'est-à-dire cette espèce de bureaucratie. Juste une petite remarque encore, si vous me permettez. Une bureaucratie, je disais, injustement calomniée. Dans ma campagne, je suis souvent allé dans des fermes en France. Et alors j'interrogeais les paysans et je leur disais... pour faire une centrale de méthanisation dans une ferme française, combien de temps il faut? Réponse, 3 à 4 ans. Combien il faut dans une ferme allemande? 6 mois. Il n'y a pas un Bruxelles allemand et un Bruxelles français. Donc très souvent, nous faisons porter à Bruxelles le chapeau de nos propres turpitudes. Et donc vous parlez justement de Merkel, de Madame Merkel, pardon, du Brexit, on va y revenir. Disons Angela, ça sera plus sympa. Ça ira, ça ira. Justement, est-ce que c'est au couple franco-allemand de prendre le lead sur cette question de l'Europe? Et justement, j'allais m'adresser à M. Védrine. Que doit-il impulser et qui doit-il emmener avec lui? D'abord, si vous permettez, quand moi j'étais secrétaire général de l'Élysée au moment du référendum de Maastricht, et déjà à l'époque, avec des études très fines que nous menions, avec Jacques Pilan, que beaucoup ici ont connu, on s'était rendu compte que tous les arguments classiques déjà ne fonctionnaient plus. L'Europe, c'est la paix, l'avenir, la jeunesse, et tous ceux qui sont contre sont des crétins, abrutis, arriérés. Bon.
Déjà, ça ne fonctionnait pas du tout. C'était terminé. Je ne dis pas que c'est faux, il y aurait tout un débat historique, mais en tout cas, ça ne fonctionnait plus politiquement. Alors, moi, je crois que l'Europe est à la fois injustement accusée, d'autant que dans l'affaire de la surréglementation, qui est réelle, il y a une espèce de délire réglementaire, mais on est le pays qui l'a le plus demandé en même temps. Donc la France est complètement schizo sur le sujet. Bon, alors, donc c'est vrai qu'il faut être plus équitable, et ce qui m'amène à penser que la vraie révolution, c'est celle de la subsidiarité. On parlait de l'or à l'époque, mais c'est très difficile à traduire en actes. Mais si on résume, il y a un certain nombre de choses dont la Commission ne devrait plus s'occuper, ou alors en faisant des directives dans l'esprit des directives et pas de la surréglementation, en fait, ou directives par objectif, et elle aura des fonctions nouvelles. Par exemple, je suis 100 fois d'accord sur le fait qu'on a absolument besoin d'un Schengen qui marche, et qui peut marcher qu'avec une combinaison de responsabilités communautaires renforcées et de coopération intergouvernementale renforcée. Mais il faut qu'à un moment donné, ce soit clair, parce que le mot Europe est un mot valise. Les gens mettent plein de choses dessus. Donc il y a des attentes inimaginables sans arrêt. Donc on reproche à l'Europe de ne pas réussir à marcher sur les eaux, on reproche l'absence de miracle, parce qu'il n'y a pas une idée claire de qui est chargé de quoi. Donc moi je suis pour une opération de solidarité radicale, pour qu'on sache mieux qui est responsable de quoi. Ça re-responsabilise tous les échelons en dessous, mais ça veut dire qu'il faut arrêter l'idée que progressivement, petit à petit, l'Europe va grignoter tout. D'ailleurs, quand le chancelier Schröder disait que s'il y avait eu un référendum chez lui, ça aurait été non, en 2005, on lui demandait pourquoi. Il disait parce que les Länder ne supportent plus le grignotage de leurs compétences par la Commission de Bruxelles en complicité avec la Cour de justice. Donc je pense que la clarification aidera énormément à ce qu'une partie de l'opinion ressoutienne à nouveau un projet européen clarifié. Bon, sur le couple, moi j'emploie plus l'expression de couple depuis la réunification. Je pense qu'il n'y en a plus au sens, disons, émotif, sentimental, etc. Bon, en plus, couple, c'est quand même un peu introverti comme concept. Mais c'est vrai qu'on avait employé au moment de Giscard Schmitt, Mitterrand ne l'employait pas beaucoup, mais enfin Mitterrand-Kohl, c'était ça. Je crois que c'est fini, moi. C'est fini sous cette forme. D'ailleurs, les Allemands l'emploient quasiment jamais. Pendant 10-15 ans, il y avait des gens à Paris pour dire qu'il faut relancer les couples franco-allemands, pour relancer l'intégration européenne. Et en Allemagne, il n'y avait quasiment personne, sauf Schäuble. Bon, donc je crois que c'est autre chose. En même temps, je pense que l'Allemagne est mal à l'aise dans la situation où elle est trop dominante et qu'elle n'a pas de solution de remplacement. Ce n'est pas la solution germano-polonaise ou germano je ne sais pas quoi, évidemment pas germano-britannique. En revanche, je crois beaucoup à la reconstitution d'un moteur franco-allemand. Si le gouvernement qui va surgir en janvier ou février est en phase avec une partie des demandes, ou pas le ministre de la zone euro, ni le budget, mais enfin, il y a beaucoup de choses dans les idées de Macron, il y aura forcément une articulation sur quelque chose. Donc je crois assez à la reconstitution d'un moteur franco-allemand au début de l'an prochain. Alors après, qui va entraîner, on verra. On verra, mais s'il y a ça, c'est difficile pour les Européens de s'y opposer complètement, sauf dans des cas où il y a 2 ou 3 pays acharnés, par exemple, à protéger des pratiques fiscales indues, vous voyez. Donc je suis relativement optimiste. Est-ce qu'un tel moteur peut justement emmener avec lui les 28 d'une même voie, d'une même impulsion? On ne peut pas le définir à l'avance. D'ailleurs, ceux qui ont défendu l'idée d'un noyau dur depuis longtemps, hein, Lammers, Schäuble et beaucoup de gens, ils n'ont jamais réussi à définir le noyau dur parce que tout le monde va être dedans. Et comme personne ne va être dans l'écorce molle du noyau dur, vous tournez en rond et depuis que l'idée circule, on n'a jamais pu la concrétiser. Sauf si on abandonne le débat théorique et que pratiquement, alors reprenons ce que je disais, l'an prochain, Mme Merkel et le président Macron disent voilà, on a décidé ceci, cela. Ce n'est pas une théorie sur le couple ni sur le noyau. Hein. C'est dans des domaines bien choisis, je pense qu'on peut avancer. Sur la subsidiarité, je suis d'accord avec Hubert. Je constate simplement qu'on le dit depuis 10 ans et qu'on a du mal à y arriver. Qu'est-ce qu'on va enlever? Qu'est-ce qu'on va garder? Donc c'est une direction de recherche absolument évidente, mais qui est difficile à mettre en œuvre. Sur le France-Allemagne, est-ce que c'est un couple, est-ce que c'est un moteur? Je n'en sais trop rien, mais je conserve la conviction qu'il n'y a pas d'initiative forte susceptible d'entraîner les autres si ça n'est pas une initiative franco-allemande. Et aujourd'hui,
voilà, les choses se présentent de façon peut-être relativement encourageante. D'abord, la France a retrouvé, je crois que c'est important, une crédibilité européenne et une crédibilité internationale. Je ne fais pas du macronisme aigu, enfin, pour certains de mes amis LR aussi, enfin, ne sais pas, mais je ne suis pas en marche. Simplement, je constate que l'image de la France a changé parce qu'on a l'impression qu'il y a un cap qui est clair. Le discours de l'Europe sur la Sorbonne me convient assez bien. Hein, je le signerai sans en changer grand-chose. Donc voilà, la France a retrouvé cela et cette crédibilité, elle est liée au fait aussi que nos partenaires, et en particulier nos partenaires allemands, ont le sentiment qu'on s'est enfin engagé dans un processus de réforme fondamentale sur le droit du travail, sur l'éducation, sur la formation professionnelle, sur un certain nombre de sujets forts. Après, qu'est-ce qui va se passer en Allemagne ? On me demandait ce matin, j'étais devant la presse diplomatique française à déjeuner, une des questions c'était de me demander si Mme Merkel était partie pour un nouveau parcours ou si elle était en fin de course. Alors, je suis bien incapable de répondre à cette question, je sais ce que je souhaite, mais c'est vrai que beaucoup va dépendre de ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent. Quelle coalition est-ce que les libéraux mettront un peu d'eau dans leur vin? Enfin, ça, c'est une question qui intéresse les Allemands au premier chef. Mais je pense que si la nouvelle coalition allemande est sur cette ligne-là, il peut se passer des choses intéressantes et importantes, à condition que on comprenne bien ce que c'est que cette initiative franco-allemande. Il ne s'agit pas d'imposer ça aux autres, il ne s'agit pas de le faire tout seul, il s'agit d'entraîner les autres. Et alors vous me dites, est-ce qu'on peut entraîner les 27 ? Les 28, c'est râpé, mais les 27, ce n'est pas une obligation absolue. Hein. Il faut aussi peut-être proposer à ceux qui veulent de partir avec nous et de faire des choses. C'est la fameuse idée, non pas du noyau dur, mais peut-être de plusieurs noyaux. Hein. Je sais pas si au risque que tous... D'un point de vue atomique. Je vais prendre un exemple qui m'a frappé. Récemment, à l'initiative de la France, on a créé une espèce de structure de concertation sur les questions d'immigration. Il y a qui dans cette... comment ça s'appelle d'ailleurs dans cette instance ? Il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a le Tchad, il y a le Niger et il y a le Mali. On n'est pas 27. Hein, parce que les pays que je viens de citer sont ceux qui sont en première ligne sur les questions d'immigration. Donc on peut aussi avoir des initiatives de ce type qui entraînent ceux qui veulent bien aller un petit peu plus loin sans être obligés de se fondre dans un formalisme excessif à 27. C'est compliqué parce que, comme Hubert l'a dit, lorsqu'on parle de coopération renforcée, tout le monde veut en être. Bon, il faut que ces coopérations elles restent ouvertes. Je vais prendre un autre exemple qui montre que le processus est en cours. On a lancé une coopération structurée permanente en matière de défense, hein, qui va peut-être donner quelques résultats. En tout cas, elle est posée dans son principe. On a créé un fonds européen de défense qui, lui, a le mérite d'exister, qui va permettre d'injecter plus de 5 milliards d'euros dans la recherche collaborative et dans la coordination des équipements en matière de défense. Voilà, je crois que c'est par des initiatives un peu de ce type, concrètes, répondant à des problèmes ou à des préoccupations prioritaires des Européens, qu'on peut relancer une dynamique et redonner envie. Alors justement, à propos d'initiative, nous avions l'hebdomadaire américain, le Time, hier, qui mettait en première page, en une, Macron, le futur leader de l'Europe. Alors est-ce que, à votre avis, c'est par des idées comme ça, peut-être un gouvernement européen plus clair, un monsieur finance, un monsieur défense, est-ce que c'est par ces idées-là qu'on pourra impulser dans la bonne direction ? Si on commence par dire que Macron est le leader de l'Europe, on va s'en prendre plein la gueule de tous les côtés. Hein. Pas nous qui le disons. On fera au moins l'inéligibilité des 26 autres. Donc je pense que ce n'est pas la bonne démarche. Sur les ministres de ceci, les ministres de cela, oui, bien sûr, ça fait plaisir. On a une autre représentante en matière de politique étrangère. Avant d'ouvrir la bouche, il faut qu'elle reçoive l'accord de 27 gouvernements. C'est un peu compliqué. Et c'est la même chose pour un ministre européen de l'économie ou un ministre européen de la défense. Essayons d'abord de créer le socle qui permet ensuite d'avoir une expression politique. C'est pour ça que je dis que le problème majeur de la zone euro aujourd'hui, c'est l'harmonisation fiscale et sociale. Comment peut-on continuer à fonctionner avec un taux d'impôt sur les sociétés qui varie de... peut-être 0, j'en sais rien, non, enfin, dans l'île de Mans, non, elle n'est pas dans la zone euro, mais enfin, de 10 ou 15% à 38 ou à 33 en France, et ainsi de suite. Donc c'est à partir de là, à partir de ces solidarités concrètes, qu'on pourra faire émerger des solutions institutionnelles. Parce qu'il y a monsieur Attali également, qui lui, en reprenant l'idée d'un gouvernement européen, avait quand même la conviction que l'Europe avait le pouvoir d'être la première puissance mondiale. Est-ce que c'est un constat que vous partagez, monsieur Bédagne ? Pas du tout. Très bien. Je pense que c'est totalement bidon.
D'abord, quand on dit puissance, il faut faire attention, il ne faut pas confondre des agrégats statistiques et puis une puissance. On est la première entité commerciale. Quand on arrive à utiliser nos instruments de politique commerciale, on est une sorte de puissance. Mais les Européens, ce n'est pas une puissance. D'ailleurs, un des problèmes qu'a la France depuis très très longtemps avec toutes ces initiatives, dont la plupart ne marchent pas, c'est que les Européens ne veulent pas transformer l'Europe en une puissance. Ils ont la trouille. Ils pensent que nous vivons dans une sympathique communauté internationale. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas encore vrai. Et ils n'ont pas envie que l'Europe devienne une puissance. Ils ont abdiqué tout raisonnement de ce genre après la Deuxième Guerre mondiale. Et en dehors de quelques élites, ils ne bougent pas par rapport à ça. Donc il y a un décalage énorme entre ce qui peut se raconter en France sur ces sujets et les autres. Donc les Européens, il faudrait convaincre les peuples européens que si on n'est pas une sorte de puissance raisonnable, pacifique sans être pacifiste, si on n'a pas des moyens dans les rapports de force, eh bien on sera donc impuissant et dépendant des autres. C'est pas fait en fait. C'est pas fait. Moi j'ai participé comme Alain Juppé à un nombre incalculable de tentatives de relance. Et moi je crois pas. Autant je suis à fond pour le projet Schengen, autant j'ai trouvé génial la réunion là entre des Européens et des pays de départ, parce qu'un jour ou l'autre on arrivera à ça. On distinguera les demandeurs d'asile d'un côté et les flux migratoires qu'il faudra co-gérer avec les pays de départ et de transit. Et sur les flux migratoires, on fixera des quotas par métier, chaque année en fonction de la situation économique. On ne fixera pas de quotas aux réfugiés, parce qu'on ne sait pas quelle est l'ampleur du malheur qui arrivera. Donc tout ce paquet-là, moi je suis à fond pour, je regrette qu'on n'ait pas fait plus avant. Et à mon avis, il y a une convergence même possible entre les idées des discours de Macron et la coalition allemande, quelle qu'elle soit. Parce que les Allemands... En revanche, sur la défense, je suis évidemment pour ce que vous avez cité, hein, les fonds d'investissement, tout ce qui est industrie, recherche, etc. En revanche, je craindrais qu'on ne refabrique une espérance infondée avec l'Europe de la défense si on faisait croire à des gens comme vous, par exemple, que l'Europe est capable de se défendre par elle-même. C'est totalement faux. Ce n'est pas vrai. Les Européens sont incapables de se défendre collectivement contre une vraie menace. Et l'ensemble des autres Européens, ils sont pour que l'alliance, l'OTAN, survive dans sa forme actuelle. Et quand vous parliez de Trump, Alain, quand Trump, par ses provocations monstrueuses, ou bien le doute qu'il installe, ça aurait dû provoquer un sursaut européen, assez vite, on est quand même un an après. Alors c'est vrai que Mme Merkel a dit une chose très importante. Elle a dit on ne peut plus tout à fait compter sur eux, donc il faut qu'on s'organise mieux entre nous. Il aurait dû y avoir quasiment un sommet spécial dans les 3 jours, après cette déclaration, qui est la première, à mon avis, d'un chancelier allemand depuis la guerre, quasiment. C'est colossal comme déclaration. Bon, maintenant, les Européens ont un peu la trouille. Ils ont plutôt envoyé des gens gémir à Washington pour savoir si les Américains maintenaient l'OTAN et l'article 5 et ceci, cela. Donc, qu'on fasse des progrès en matière de recherche, de technologie, d'alliance industrielle, à condition que les dirigeants politiques arrivent à convaincre les états-majors d'acheter en effet des industries dans l'industrie européenne. Parce qu'en général, il y a les gouvernements qui signent des papiers sur la défense européenne, mais après, leur armée de l'air ne veut qu'un avion américain, etc. Bon. Donc, il ne faut pas faire de promesses infondées. Donc, il faut bien distinguer entre les progrès industriels, technologiques, recherche dans le domaine de la défense et la capacité d'Europe à se défendre elle-même. Ce que je souhaite, moi, un jour, qu'on soit un jour le fameux pilier européen de la défense. Mais je ne crois pas qu'on en soit capable aujourd'hui. Donc ne mentons pas, on a trop menti sur l'Europe sociale, l'Europe politique, ceci, cela. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'Europe est également victime de trop de promesses intenables. Il ne faut pas penser que c'est l'Europe qui va tout régler par magie. C'est une façon en même temps de déresponsabiliser les responsables nationaux. C'est pas bien, il faut corriger ça. Je fais de la subsidiarité philosophique, là. Oui, mais moi je suis bien d'accord qu'il ne faut pas faire des promesses dont on sait qu'on ne pourra pas les tenir. Il faut aussi marquer un cap. Et sur la défense, je reviens sur ce que j'ai dit. Bien sûr qu'il faut commencer par des solidarités concrètes. Là aussi, la base industrielle ça existe déjà hein, en matière de missiles. MBDA, ça existe. C'est une entreprise européenne intégrée. Hein, donc il y a des progrès qu'on peut continuer à faire. Sur l'espace, ça existe aussi. Et donc... mon espoir et mon combat, c'est qu'on passe de ça petit à petit à une vraie prise de conscience de la responsabilité que l'Europe doit assumer elle-même dans sa défense. Je crois que ça n'est pas perdu, tout simplement parce qu'on aura une contrainte extérieure très forte qui nous amènera à y venir. Je reviens sur ce que vous disiez sur l'immigration. On ne peut pas rester dans le bazar actuel.
J'aime bien parler de mon expérience bordelaise, c'est une manie. Mardi, on tenait avec le préfet une réunion sur la situation des personnes en situation de grande vulnérabilité dans le département de la Gironde. C'est un bazar incroyable. Il y a les réfugiés qui ne sont pas demandeurs d'asile, parce qu'ils viennent de pays sûrs pour lesquels il n'y a pas d'asile. Il y a les demandeurs d'asile à l'instance de traitement de leur demande d'asile. Il y a les demandeurs d'asile qui ont été déboutés de l'asile. Il y a des gens relocalisés de Sangatte dans les CADA. Bon. Il y a les réinstallés, dont je n'ai pas très bien compris ce que c'était. Et puis ensuite, ça c'est à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a les Roms, et il y a à l'extérieur de l'Union européenne les Sahraouis qui ont un traitement spécifique. Il y a les Dublins aussi. Les Dublins, qui sont les personnes qu'on doit traiter parce qu'il faut les renvoyer dans les pays où elles ont fait leur première démarche. C'est un bazar épouvantable. Et le résultat, c'est qu'on ne maîtrise rien. Je suis bien d'accord pour dire qu'il faut distinguer les migrants économiques, et j'ai proposé depuis longtemps qu'on ait un système de quotas annuels en fonction des besoins économiques qui sont les nôtres, et puis les réfugiés et les demandeurs d'asile. Mais on est loin d'être engagé dans ce processus. Donc là aussi, il va falloir un volontarisme fort pour changer les choses. Et on n'y arrivera pas séparément. On n'y arrivera pas avec des législations nationales parce que les flux migratoires, ils s'adressent à l'ensemble du continent européen. Et là, il y a un défi majeur. Quand je dis aussi qu'on sera obligé de faire des choses, Hubert, sous l'effet de la contrainte, je pense aussi au défi migratoire qui est devant nous. 4 milliards d'Africains à la fin du siècle. 500 à 600 millions d'habitants au Nigeria, presque autant que dans l'Union européenne. On ne va pas faire un mur sur la Méditerranée. C'est déjà assez difficile, semble-t-il, dans le désert du Mexique. Et sur la Méditerranée, ça sera encore plus coton. Donc s'il n'y a pas une approche conjointe, s'il n'y a pas une politique euro-africaine ambitieuse, qui ne se limite pas d'ailleurs à de l'aide, mais qui passe aussi par un investissement ambitieux de l'Europe en Afrique, bon, on sera balayé. Et on sera bien obligé un jour ou l'autre de se réveiller. Donc je crois aussi à la vertu de la contrainte. D'autant plus que la Chine, pour l'instant, prend un petit peu les devants. Tout le monde est présent en Afrique. La Chine, les Turcs investissent beaucoup dans le secteur de la construction. Les Américains y sont, les Canadiens y sont. Même les Marocains s'y mettent aujourd'hui. Et ce serait dommage que les Français, parce qu'il y a le complexe de la France-Afrique que nous traînons depuis longtemps, ne se rendent pas bien compte qu'il faut aller fortement. D'autant que nous avons aussi un autre enjeu auquel je tiens pour ma part, même s'il paraît souvent un peu ringard, qui est celui de la francophonie et de la langue française, qui ne se développera pas toute seule si on ne l'aide pas, si on ne la soutient pas. À condition qu'elle ne s'effondre pas en France. Oui. Écoutez, je crois être l'un de ceux qui mènent le combat le plus régulier et le plus intense contre le franglais. Et mes collaborateurs à Bordeaux le savent, quand on me parle de bottom-up et de top-down, j'éructe immédiatement. L'écriture, la grammaire inclusive, c'est aussi... Moi, ce qui me paraît vraiment préoccupant dans le monde auquel nous vivons, c'est l'absence de bon sens. On part dans des extrêmes, tout d'un coup, voilà, maintenant, on va écrire un français nouveau. Il m'est arrivé d'écrire, moi, dans mes tracts électoraux, bordelais, entre parenthèses, Bordelais, voilà. Mais en faire un principe, mettre en cause, bon, là aussi, le masculin l'emporte sur le féminin. Il paraît que maintenant, c'est inacceptable. Donc, on va changer la grammaire française. Bon, voilà, je dérape un peu, là, mais si on abordait ce problème du féminisme avec une totale détermination, pour moi, un des plus grands scandales de notre société aujourd'hui en France, c'est la violence faite aux femmes. Je ne sais pas si vous avez ce chiffre en tête. Il y a une femme en France qui meurt tous les 3 jours de violence conjugale. Une femme tous les 3 jours. Donc ça, c'est un combat qu'il faut mener avec la plus grande détermination. Mais pour le reste, un peu de bon sens sur la grammaire. Alors malheureusement... C'est Eric Orsena qui a écrit un très joli livre sur la grammaire. Il faut que vous le lisiez. Malheureusement, on est un peu pris par le temps, donc ce sera la dernière question. Pour parler futur européen, on aurait pu, il est vrai, inviter des personnalités de la nouvelle génération. Merci, c'est délicat. Je salue... Vous êtes là. Je salue cependant la technicité et les compétences de Monsieur Juppé en bière pong, qui prouvent qu'on aurait pu vous inclure dans la jeune génération. Mais le passé et l'expérience n'éclairent-ils pas le futur du haut de vos années au cœur du projet européen et avec le recul,
qu'auriez-vous fait autrement pour éviter une telle situation, la situation que l'on voit actuellement? Et est-ce que vous avez des regrets? C'est une question à adresser à qui? À vous deux. À vous deux, à vous deux. Je sais pas, vous me prenez un petit peu au dépourvu, bien sûr que j'ai des regrets, on n'a pas tout fait comme il aurait fallu faire, bien sûr qu'on se rend compte qu'on a commis des erreurs. Je ne sais pas si j'ai commis une erreur en 2011 en me laissant peut-être un peu embarquer par les printemps arabes. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui on nous reproche d'avoir fait preuve d'un peu de naïveté et que le balancier est reparti dans l'autre sens. Voilà, sur l'Europe... non, je me suis battu tout au long de ma vie politique pour essayer de montrer que l'Europe n'était pas un problème mais une solution. On aurait pu être plus convaincant, bien sûr. Bon, j'aime pas beaucoup les mea culpa, finalement. Voilà. Vous avez compris que c'est une formule latine. Ça marche encore. Vous savez qu'un jour, pardon de vous interrompre, j'étais à New York pour l'Assemblée générale et il y avait Boutros Ghali qui était là. Et c'était pour la soirée des pays francophones que vous avez sans doute présidé pendant 5 ans. Et là, il a fait un discours sur les menaces de la nouvelle langue qui était en train de s'imposer dans la vie internationale et qui taillait des croupières aux Français. Et il a terminé son discours en signalant que nous étions au XVIe siècle et que c'était la langue italienne. Oui, Voilà. mais quand on a... Moi, dans les regrets, c'est de ne pas avoir été plus présent et plus offensif sur la question de la francophonie, justement, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais à la Renaissance, là, on a francisé des centaines, si ce n'est plus, de mots italiens. Et on les a francisés. Violonné, violon, etc. Mais ça n'a pas détruit la langue. Et la langue n'était pas attaquée par toute une série d'autres phénomènes en même temps. Il faut s'inspirer des Québécois. Vous savez Donc, comment on dit les Québécois, ils sont formidables. Vous savez là-dessus. comment on dit un selfie en québécois? Non. C'est mon dernier voyage qui m'a appris ça. Un égo-portrait. Un égo-portrait. Je pense que ça ne marchera pas. Réservé aux égotistes. Et moi, je pense que c'est un vrai sujet, ça. Un vrai sujet, parce qu'il y a le langage corporate grotesque là, dont vous avez parlé. Moi, j'ai un cousin qui était ambassadeur, d'ailleurs, et qui est franco-britannique d'origine, il est totalement bilingue. Donc, il passe son temps à relever les emplois absurdes du jargon corporate dans des domaines où ça n'a aucune raison d'exister. En plus, employé de travers, pas comme le ferait même un Américain, vous voyez. Alors, il y a le globlis, le sous-américain d'aéroport, que tout le monde parle plus ou moins. Après, il y a le langage corporate. Après, il y a la déstructuration pour les raisons que vous avez rappelées. Puis, il y a quand même un abaissement, là, on le voit bien dans la sphère publique. Il y a quand même moins de vocabulaire. Puis, il y a une perte de la grammaire, etc. C'est vrai qu'Éric a écrit des tas de choses rigolotes là-dessus. Donc, c'est une langue qui est fragile, qui est déjà assez malade. C'est pour ça qu'il y a une contradiction avec le projet de francophonie, même si on le reformule de façon intelligente et moderne. Mais ça risque d'être porté par les autres, beaucoup plus. Bon, ça, c'est un... Sinon, moi, je suis comme Alain, j'ai pas de regrets. Je pense que j'ai cru à des choses irréalistes, même moi. Hein. Par exemple, toutes les années sur la paix au Proche-Orient, vous voyez. Et je me rappelle qu'au début de Mitterrand, par exemple, on croyait vraiment qu'on avait des cartes en main pour faire la paix, pour différentes raisons. En fait, jamais. Bon, on n'a jamais eu de moyens pour tordre le bras des acteurs principaux. Donc même les gens les plus réalistes par philosophie ou par... parce que moi, je pense que le réalisme est une forme d'honnêteté philosophique. Mais même les plus réalistes ou rendus réalistes par l'expérience sont obligés de croire à des tas de choses, en fait. Il ne faut pas que l'écart soit trop grand, simplement. Alors, je conclurai cette première partie de conférence en citant M. Moscovici qui s'exprimait il y a quelques semaines à ce même micro. Je pense que l'heure est davantage au fils de l'Europe qu'au père fondateur, et je pense que globalement, ça résume un peu votre pensée aussi, messieurs. Absolument, je rajouterai simplement une chose, c'est qu'il n'y a pas de fils sans père. Très bien. Et on va passer à 2-3 questions du public. Le temps nous est compté car nous recevons Nathalie Loiseau juste après.
Bonsoir, messieurs Védrine et Juppé. Alors, monsieur Juppé, je dois vous avouer qu'il y a quelques jours... Je suis par là, ouais. Monsieur Juppé, je dois vous avouer qu'il y a quelques jours, j'étais plongé dans une tristesse infinie en apprenant que la rencontre annuelle des classes préparatoires bordelaises organisée à la mairie de Bordeaux était annulée. Mais quand on m'a appris que vous veniez évoquer l'Europe en compagnie d'une référence en la matière, mon désarroi s'est envolé. Et c'est donc avec optimisme que je souhaiterais vous interroger sur l'Europe culturelle. Personnellement, je pense que la littérature, la peinture, la culture européenne provoquent un sentiment d'appartenance. Mais vraisemblablement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors pour vous deux, qui êtes des amoureux de la langue française, comment créer ce sentiment d'appartenance culturelle ? Merci beaucoup. Je crois que vous avez tout à fait raison. Je l'ai dit tout à l'heure, le fond du problème, c'est de savoir si nous avons quelque chose en commun qui soit autre chose qu'une monnaie ou des règles de circulation, des marchandises, des biens et des personnes. Est-ce qu'il existe, c'est d'ailleurs une expression que j'utilisais souvent et que j'ai retrouvée dans le discours de Macron de la Sorbonne, des biens communs entre nous. Et dans ces biens communs, il y a les grands principes que j'évoquais tout à l'heure, et puis une culture, il y a une culture européenne, je sais pas, l'hymne à la joie, il fait partie, c'est notre hymne, mais il fait partie aussi de notre culture. On pourrait multiplier les exemples, bien sûr, littéraires, artistiques, musicaux et autres. Je pense que les Européens ont conscience de tout cela, hein, et la multitude de manifestations culturelles. N'oublions pas aussi la coopération décentralisée. Dans la coopération entre les collectivités territoriales, la culture a une dimension systématiquement présente, hein. On échange tous des spectacles, des expositions, des choses de ce type. Donc je crois qu'il faut absolument développer ce front culturel. Alors c'est l'éducation, c'est Erasmus. Moi je plaide, c'est en bonne voie d'ailleurs, pour un Erasmus généralisé. Hein, tous les jeunes, pas simplement les étudiants, pas simplement les apprentis, les jeunes ouvriers aussi, devraient bénéficier d'Erasmus et de ces échanges culturels qui sont ce que l'Europe a inventé de mieux pour la défendre. Voilà, donc continuons dans cette direction. Il y a une initiative dans laquelle je m'étais beaucoup investi et qui participe de cette Europe de la culture, ce sont les capitales européennes de la culture. On y a cru à Bordeaux. Ça a été formidable. Pendant un an, on s'est mobilisé pour présenter notre candidature. Tout le monde s'est mobilisé. Les chambres de commerce, les entreprises, les universités, les associations, etc. On a bâti un dossier qui était formidable. On était dans le binôme de tête avec Marseille. Voilà. Donc c'était Marseille ou Bordeaux. Marseille a gagné. Parce qu'on m'a expliqué après que Marseille en avait plus besoin que Bordeaux. Enfin, c'est un argument qui m'a à moitié convaincu. Voilà, et ça aussi, ça existait. Je peux vous dire que cette idée que Europe et culture marchaient ensemble a mobilisé vraiment des opinions publiques, les jeunes, les moins jeunes, et c'est ça qu'il faut cultiver, parce que c'est ça qui est au fond, finalement, de l'idéal européen et de l'idée européenne. Je pense que ça nous donne une identité par rapport au monde extérieur. Il ne s'agit pas de se prétendre meilleur que les autres, de vouloir imposer notre vision aux autres, nos valeurs aux autres. Il paraît que les droits de l'homme ne sont pas universels. Bon, effectivement, vu de Chine ou d'ailleurs, c'est peut-être pas universel. Nous pensons qu'ils le sont. Hein. Et je pense que nous avons une spécificité, une identité. Quand je suis dans un pays européen, je ne suis pas à Shanghai, je ne suis pas à Brasilia, je ne suis pas même à Montréal, où là on parle français, heureusement. Le temps nous étant compté, il reste encore 2 questions. Alors bon. Non mais bon, je suis d'accord avec tout ça, mais j'ajoute une chose. Il y a une civilisation européenne, il y a une culture européenne magnifique, mais c'est largement les siècles passés. Donc c'est un gigantesque patrimoine, gigantesque. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans des milieux, des écoles comme ça, les gens sont ouverts sur le monde, mais ils n'éprouvent pas forcément d'intérêt particulier pour chacun des autres pays européens, en fait. Donc il y a le monde, il y a en effet il y a la Chine, enfin, il y a tout, quoi. Il y a une sorte d'ouverture mondialiste par rapport à ça. Mais il y a plusieurs dizaines d'années, les élites françaises parlaient en général allemand. Et les Allemands parlaient français. Il y a d'ailleurs plus d'Allemands qui continuent à parler français que de Français qui continuent à parler allemand. Donc la connaissance mutuelle s'est effondrée, en fait. Sauf dans, par exemple, les milieux de la diplomatie. Et l'intérêt réel des Français pour la Slovaquie, pour le Danemark, pour la Finlande, il est proche de zéro quand même. Hein. Donc il y a l'idée européenne qui est une idée abstraite, et l'intérêt pour les pays européens en vrai est extrêmement faible. Même si dans l'histoire, c'est l'accumulation de tout ça qui fait cette extraordinaire civilisation européenne. Alors peut-être que la réponse, c'est ce que dit Alain avec l'Erasmus généralisé.
D'ailleurs, pour ne pas faire de démagogie jeuniste, il faut également faire des Erasmus pour les retraités, et qui sont en général cultivés, qui ont du temps disponible et qui peuvent circuler, etc. En tout cas, je veux dire, ce n'est pas un acquis. Hein. Ce n'est pas acquis d'avance parce que l'ouverture internationale des jeunes Européens ne se focalise pas forcément spécifiquement sur la culture européenne. Puis regardez la musique américaine, tout ça. Bon. C'est vrai, vous avez raison, mais je suis un peu moins pessimiste, une fois encore, parce que on n'a jamais autant voyagé en Europe d'un pays européen à l'autre. Moi, je vois sur la place de la Mairie à Bordeaux. Alors évidemment, c'est la ville la plus attractive de France. Je l'ai casé. Peut-être du monde, non. Mais je vois des Européens venus de tous les pays d'Europe qui sont là, qui visitent notre patrimoine. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'il ne suffit pas de regarder à l'arrière et qu'il faut aussi construire. C'est pour ça que la présence de l'Europe dans le numérique, dans les applications numériques, est aussi un enjeu tout à fait important. Enfin, voilà. Mais moi, je serais angoissé si c'était la compétence d'un commissaire européen, tout ça. Hein. Il faut que ça soit là, le mouvement naturel de la civilisation. Il ne faut pas que ça devienne l'objet d'une bureaucratie quelconque. Mais les offices du tourisme font beaucoup mieux que les commissaires européens dans ce domaine. Est-ce que les Bordelais vont dans les pays baltes, par exemple ? Je pense, oui. Enfin, je vérifierai. Je n'ai pas de statistiques immédiatement disponibles. Mais voilà. C'est donc sur ces derniers mots que s'achève malheureusement notre deuxième conférence. Merci encore à nos invités Hubert Védrine et Alain Juppé d'avoir été présents ce soir.